Mesdames et messieurs, chères communautés des membres du Paper Jam Club, chers lecteurs de Paper Jam, bonjour. Bienvenue pour ce live chat avec Philippe Deporter, membre du comité de direction de Banque de Luxembourg. Je me présente, je suis Julien Delpy, le directeur du Paper Jam Club, et j'ai l'honneur de faire l'introduction de ce live chat aujourd'hui. Vous l'avez découvert depuis quelques temps, nous avons lancé une offre digitale depuis plus de 2 mois maintenant pour vous accompagner avec un programme de webinaires les mardis et jeudis et de live chat le mercredi. Il se trouve que cette semaine, exceptionnellement, nous nous retrouvons le vendredi pour ceux qui nous rejoindraient la première fois, et j'en vois certains pour la première fois. Je me permets de saluer à titre personnel Doug Naba ou Julien Clic, parce que je vous avais encore jamais vu sur nos plateformes, donc ravi de vous accueillir. Vous avez un chat sur lequel vous pouvez interagir, dire bonjour, poser vos questions techniques également. Si vous aviez un souci pour nous entendre ou nous voir, n'hésitez pas à poser votre question dans ce chat. Nos modérateurs techniques se feront un grand plaisir de venir vous aider. Deuxième chose, juste à côté du chat, vous avez un onglet questions. Il vous permettra de poser toutes les questions que vous souhaiteriez poser à Philippe Deporter à la fin de cet entretien avec Thierry Reiser. Justement, Philippe Deporter et Thierry Reiser, nos deux duettistes du jour, restaurer du sens là où l'argent tiendrait à le faire disparaître. Philippe Deporter porte ce credo avec conviction auprès d'entreprises familiales confrontées à des enjeux de transmission. Il est membre du comité exécutif de Family Practice Leader chez Banque de Luxembourg. Je vois que Thierry Majeur rejoint. Bonjour Julien, bonjour à tous. Rédacteur en chef de Paper Jam. Exact. Et qui va conduire cet entretien avec Philippe Deporter qu'on va inviter à nous rejoindre sur scène digitalement. Sur e-scène. Sur notre e-scène. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Je vais vous laisser pour une discussion que j'imagine passionnée et je reviendrai vous voir à la fin pour faire les annonces de ce qui se passe la semaine prochaine. Bon débat. Merci Julien, on va tout faire en sorte pour que la discussion soit aussi passionnante. Merci Philippe de passer une heure avec nous. Julien a évoqué déjà un terme qui a été remis en lumière avec la crise que nous traversons et qui vous est cher, c'est le terme, c'est la notion du sens. Le sens qui met en mouvement les entreprises familiales que vous accompagnez depuis de nombreuses années, le sens de la justice sociale et de l'engagement aussi, le sens, peut-être on va en parler d'abord de votre carrière qui a débuté en 1988 au sein de la Banque de Luxembourg. Qu'est-ce que ce parcours au sein de la banque comment est-ce qu'il vous a aidé à construire le sens de votre vie, en tout cas de votre vie professionnelle? Une bonne question que je ne m'étais pas encore posée, mais je vais essayer d'y répondre en la formulant. Je crois que mon arrivée à la banque, c'est moins un choix et plutôt un accident. Voilà. Pour faire simple, après un parcours scolaire relativement classique, j'avais peu mieux faire à peu près comme remarque dans chacun de mes bulletins. J'ai, au moment de mes choix universitaires, répondu à l'appel qui était celui de ma génération de dire fallait, pour trouver un job, avoir un master au moins, un peu perdu un peu perdu tout court. J'ai longtemps réfléchi à ce que j'allais faire et j'ai été vers la littérature où j'avais quelques facilités. Mais en fait, à l'époque déjà, je voulais un peu sauver le monde. Je crois que c'est le propre de bien des jeunes à cet âge-là. Et j'ai passé beaucoup de temps dans différentes associations plutôt que sur les bancs de l'université. À côté de ça, je faisais du journalisme. J'ai fait ensuite de la communication. J'ai été vers l'enseignement puisque la littérature m'a mené à ça également. Et puis un beau jour, alors que je travaillais dans une agence de communication, un ancien camarade de classe m'a téléphoné et m'a dit qu'on cherchait quelqu'un dans une banque un peu particulière qui était la Banque de Luxembourg et qu'il fallait avoir fait un peu de journalisme, savoir écrire, savoir parler et avoir envie d'embrasser une carrière un peu différente. Et j'y suis allé. Voilà. Est-ce que le métier que vous exercez maintenant depuis cette trentaine d'années a changé, en tout cas le regard que certains en ont a peut-être changé, mais est-ce que fondamentalement il a changé, hormis les aspects externes, entre guillemets, qui peuvent être réglementaires ou technologiques? Il n'a pas arrêté de changer parce que 33 ans pour un accident, c'est un peu long. Et si j'ai, je vais pas dire tenu parce que c'est bien au-delà de ça, si j'ai fait le choix de rester à la banque, c'est parce que la banque m'a permis de faire beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses, je le dois d'abord à un homme qui était notre administrateur délégué, président de l'époque, Bob Reckinger,
qui m'a d'abord appris à découvrir ce que j'aimais faire et donc ce que je faisais peut-être mieux que d'autres. Et ensuite de faire de cela plus que du reste. Donc le célèbre do more of what you do best. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est réellement structurant dans une carrière et que j'essaie de continuer à transmettre aussi. Ça, c'est un premier point. J'ai comme ça commencé par, je suis rentré pour m'occuper de l'image de la banque, qui est passée même un moment par les bâtiments, hein, toute l'histoire de l'architecture qu'a pu dessiner la banque à Luxembourg. Après l'image, ou parallèlement, ça a été de l'animation commerciale pour le réseau d'agences, un peu pour la banque privée au moment où on était entre deux, la recherche de dirigeants. Ensuite, ça a été la création de nouveaux métiers. C'était la philanthropie, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Ça a été l'art et les collections, au nom d'une passion qui est la mienne. Ça a été tout ce qui tourne autour de la relocalisation de clients. Et puis un beau jour, je me suis pris de passion pour les entreprises familiales. Et cette passion m'a valu, il y a 4 ans, d'avoir la chance de reprendre une activité que nous souhaitions relancer à la banque, qui est celle des entreprises. Voilà, Comment est donc, née cette passion pour les entreprises familiales? C'était un autre accident ou... comment elle est née? Au moment où je me suis intéressé à la philanthropie, le moment où je me suis intéressé à la philanthropie était un moment où je m'intéressais un peu à ce qui se passait autour de nous et qui pouvait donner du sens, encore une fois, à notre métier de banquier privé. Et c'était un moment où on parlait beaucoup des entreprises familiales et cette complexité entre le modèle qui est une famille et celui d'une entreprise me semblait intéressant et me semblait, encore une fois, dans l'air du temps et faire sens, en tout cas, pour une banque qui est avant tout une banque privée et qui porte donc un regard et une posture de banque privée sur un monde qui est celui de l'entreprise. Et voilà, de fil en aiguille, il s'est avéré que au moment de relancer cette activité, parce que cette activité, elle date pas d'hier à la Banque de Luxembourg, ça fait plus de 20 ans qu'on accompagne des entreprises, mais on l'avait un peu oublié. Eh bien, au moment de revenir sur ce marché, pouvoir dire clairement à qui on s'adressait, pouvoir être lisible sur le marché et dans la banque, c'était un atout. Et ce modèle, encore une fois, de l'entreprise familiale était tout à fait bienvenu dans notre banque, en tout cas. Vous avez parlé d'accident, entre guillemets, évidemment, pour votre arrivée à la banque. C'était un accident? C'était une chance aussi d'avoir rencontré des personnes qui vous ont amené à franchir le pas de la porte de la banque et puis après de rencontrer des gens que vous évoquiez, Monsieur Reginger. Il y a l'accident, mais il y a surtout le facteur chance aussi parfois qui compte. Il y a toujours le facteur chance, il faut saisir la chance quand elle passe. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'était un coup de téléphone. Je me suis dit, voilà, tu as fait trois jobs en 2 ans, pourquoi pas un quatrième? Ça interpellait d'ailleurs beaucoup le directeur des ressources humaines à l'époque qui m'a interviewé, qui ne comprenait pas pourquoi on pouvait changer aussi souvent sur si peu de temps. Et Dieu merci, à côté de lui, il y avait un autre monsieur, c'était Loul Gillen à l'époque, qui lui avait été coureur cycliste dans ses jeunes années, qui lui expliquait que tout l'intérêt de ma candidature était peut-être justement celui-là. Donc oui, j'ai eu de la chance. La chance, il en faut un peu. Alors, vous êtes responsable, on le disait, de l'activité entreprise et entrepreneur et membre du comité exécutif de la Banque de Luxembourg. Votre clientèle, c'est votre passion aussi, est composée de nombreuses entreprises familiales. Quelle organisation avez-vous mis en place pour les accompagner avant de parler de leur fonctionnement propre? Aujourd'hui, parce que quand on commence, il faut recommencer. Il était clair que notre ambition était à la fois de relancer cette activité, mais pas non plus de donner à penser qu'on allait prendre une part de marché au-delà de ce que pouvait être notre ambition légitime. Et donc, encore une fois, il s'agissait de recommencer de façon très ciblée. Et donc, on avait d'une part un fonds de commerce déjà relativement important dans le monde de la promotion immobilière, de par les caractéristiques de la place de Luxembourg. Et ensuite, on a fait ce choix, encore une fois, des entreprises familiales qui collent tout à fait bien à notre ADN. La plupart des clients que nous avons en banque privée sont des entrepreneurs familiaux parce qu'encore une fois, vous le savez, en Europe, la création de richesse vient pour, je dirais, 60% à peu près d'entrepreneurs. Voilà, donc ça faisait du sens. Et donc, cette activité, on l'a structurée autour de ces 2 pôles métiers principalement, entrepreneurs familiaux d'un côté, promoteurs immobiliers de l'autre. Et par ailleurs, nous accompagnons aussi un certain nombre de projets d'infrastructures, de toutes ces infrastructures qui permettent au Luxembourg d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, on avait accompagné quelques acteurs para-étatiques, mais ça de façon plus ponctuelle. Comment avez-vous vécu ces deux mois, bientôt 3 qui viennent de s'écouler, moment historique, en tout cas inédit. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette période? On évoquait le terme sens.
quel est le sens de cette période, selon vous? Peut-être avant de vous dire comment moi-même je l'ai vécu, si je n'avais qu'un message à faire passer aujourd'hui, ce serait de rappeler, si tant est que c'est nécessaire, en tout cas de dire que notre génération, ma génération, a une responsabilité importante et vraiment à ne pas manquer pour passer le relais dans les meilleures conditions possibles à la génération suivante, qui est celle souvent de nos enfants. Car cette crise a et va laisser des traces, je pense qu'on va y revenir. Nous avons vraiment une responsabilité et il ne faut pas la rater. Alors, pour ce qui est de mon vécu de la crise, juste une anecdote. La semaine avant le lockdown, il se fait que j'étais au Bangladesh et j'y avais invité 5 entrepreneurs familiaux, comme je le fais une fois par an, à faire ce voyage qui permet de se ressourcer, de comparer un peu ce qu'est l'entrepreneuriat dans un pays où il n'y a plus rien par rapport à l'entrepreneuriat dans un pays où on a tellement qu'on ne voit peut-être plus tout. Hein. Et nous étions frappés, je le suis chaque fois lorsque je vais au Bangladesh, par la conscience qu'ont les gens là-bas de l'extrême fragilité de la vie. Alors bien sûr, on commençait à parler du Covid même au Bangladesh, mais encore une fois, ce Covid n'était qu'une menace supplémentaire dans une vie faite de nombreuses menaces, pour le résumer ainsi. Et je me suis dit que cette fragilité de la vie, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié dans nos pays, dans nos régions, où de surcroît, on pense qu'on a un droit au risque zéro. Et ça, c'était quelque chose qui nous a vraiment, tous les 6, pour le coup, vraiment marqué, j'ai presque sauté au visage. Et puis, on revient, on annonce le lockdown, et parallèlement, on entendait que le Royaume-Uni, que la Suède allait jouer l'immunité collective. Fragilité de la vie très loin, droit au risque zéro chez nous, immunité collective ailleurs, et tout ça sur une même planète, ça pose question malgré tout. Alors, pour ce qui est de mon vécu de la crise, de cette période de confinement, j'en ai vécu de bon côté parce que j'ai eu la chance, comme membre collaborateur de la Banque Luxembourg et membre du secteur financier, de le vivre pour partie à la maison. Donc, j'ai redécouvert un autre rythme, pas moins de volume, mais en tout cas une autre façon de travailler. J'ai redécouvert la puissance du modèle familial, j'ai redécouvert simplement la beauté de la nature. Mais j'ai aussi redécouvert une qualité ou approfondi une qualité de relation avec nos clients qui était tout à fait exceptionnelle. Dès le début de la crise, on a pris le parti d'appeler nos clients à peu près une fois par semaine, tous nos clients. Et on en a moins sans doute que d'autres banques, et c'est ça qui permet justement de nouer ces relations très profondes que vous avez. Et là aussi, on a découvert beaucoup de choses. J'ai aussi vu, parce qu'on a profité de ce confinement pour mener une étude, on en parlera peut-être tout à l'heure, une étude sur la façon dont les jeunes, cette génération avec laquelle nous travaillons beaucoup, a traversé la crise, et j'ai découvert cette formidable maturité qui est la leur. Donc ça, c'est si vous voulez, les bons côtés de ce confinement, les bons côtés de ce vécu de crise. C'est un moment révélateur, en tout cas, effectivement, vous le disiez. Voilà. Mais au-delà de ça, je n'ai pas arrêté de me dire que les dimensions sanitaires dont il était question à tout moment, partout, beaucoup trop sans doute, cachaient la crise économique à venir. Et que la crise économique dont on commence à parler maintenant cache une crise beaucoup plus importante à venir, qu'est la crise sociale, dont on commence enfin, tout doucement, à entendre parler. Et donc, au fond de moi, je sentais poindre comme un regret, mais aussi une forme de colère, qui est ce sentiment que, quelque part, on aurait sacrifié la génération de nos enfants pour celle de nos parents. Alors, bien sûr, c'est un peu extrême que de dire ça, et bien sûr, quand aujourd'hui on peut sauver des vies, il faut le faire, et tant mieux si on a pu en sauver beaucoup. Mais je pense que nos jeunes vont payer un lourd tribut pour ces choix politiques qui ont été faits, encore une fois que je ne remets pas en question, mais qui posent question malgré tout, et que ces jeunes n'avaient vraiment pas besoin de ça. Est-ce que c'était une erreur peut-être de ne pas anticiper plutôt que des choix qui ont été faits au moment donné du plus fort de la crise sanitaire? Je ne souhaite pas rentrer dans ce genre de discussion parce que je n'ai pas les compétences à la rigueur pour le faire. Mais encore une fois, je préfère regarder les faits aujourd'hui, qui sont le sacrifice de cette génération,
c'est les suppressions d'entretien d'embauche pour des jeunes, c'est les suppressions de stages, c'est les suppressions des Erasmus. Et encore tout ça, ça affecte une population de jeunes relativement nantis, qui sont ceux de nos familles, dans nos pays, qui ont la chance de faire des études. Mais on parle du chômage des jeunes. Vous avez entendu qu'en France, 1 jeune sur 5 va passer sous le seuil de précarité, sous le seuil de pauvreté. Mmh. Un jour ici, cela arrivera aussi. Et je pense qu'il y a déjà 50 ans à peu près, on a assisté à ce basculement d'un modèle rural vers un modèle urbain. À l'époque, on vivait, c'était un peu enfin en tout cas mes jeunes années, on vivait sur un périmètre relativement restreint. On vivait au milieu de 200 personnes à peu près. Le modèle, la solidarité intergénérationnelle prenait le pas sur l'individualité. Tout ça, avec l'Internet, avec ce monde qui est un village, a changé. Aujourd'hui, on est sur ce modèle urbain où il est important, où l'individualisme est plus important, où consommer est plus important. Tout ça amène une forme relativement anxiogène d'être et de penser auprès des jeunes. Et je le constate régulièrement, une forme de manque de repères, une vie conduite par une to-do list. Et je pense qu'il est vraiment temps d'écouter ces jeunes, de s'asseoir à côté d'eux et de bien comprendre aujourd'hui comment eux ont vécu et vivent cette crise qui vient se rajouter à tout le reste et qui rend leur avenir, si ce n'est incertain, ils ont toutes les ressources pour s'en sortir, mais du moins rempli d'interrogations. Et à partir du moment où on fait cet effort d'écoute, on va pouvoir mettre ce qu'on entend en relation avec cette façon dont on s'étonne parfois qu'ils ont d'appréhender des problèmes ou qu'ils ont d'appréhender leur propre vie. Donc vraiment, prenons la mesure de notre responsabilité. Cette écoute des jeunes qu'il faut avoir au moment présent, elle passe d'abord par l'engagement citoyen et des entreprises ou un engagement à plusieurs niveaux selon vous? Cette écoute des jeunes, c'est nous en tant que parents déjà. C'est par là qu'il faut commencer. Prendre le temps, encore une fois, de s'asseoir à côté de son fils, de sa fille, et simplement de les écouter avant de leur expliquer ce qui se passe. Simplement de leur poser des questions. Ensuite, on en reparlera peut-être plus tard dans notre entretien. Les entreprises ont également un rôle à jouer, la société dans son ensemble. Mais ce dont j'aimerais parler ici, avant tout, c'est cette prise de conscience qui doit être la nôtre de cette situation. Je ne veux pas la dramatiser en disant qu'elle est forcément de précarité, mais cette situation difficile que nous allons leur laisser après tout l'endettement que nous avons déjà réussi à construire. On leur a promis, ces jeunes, que s'ils faisaient des études, ils allaient trouver du boulot, que s'ils avaient un boulot, ils allaient gagner toujours plus, etc., etc. Le monde que nous leur laissons n'est pas le monde que nous leur avions promis, et d'ailleurs pas le monde que nous voulions leur laisser. Voilà. Donc, je ne voudrais pas trop dramatiser les choses non plus, parce qu'il y a plein de bons côtés, plein de bonnes choses. Et encore une fois, il y a chez ces jeunes une énergie qui leur permettra de surmonter tout ça, du moins chez certains d'entre eux. Mais encore une fois, prenons conscience de ce que nous avons fait et de ce que nous allons leur laisser. Parlons du vécu après ce vécu de la crise, du vécu de la crise, en tout cas de la première phase par vos clients. Juste avant de comprendre comment ils ont vécu cette phase et comment ils se sont manifestés auprès de vous, comment peut-on résumer l'ADN d'une entreprise familiale des entreprises familiales que vous suivez particulièrement? Alors justement, donc il faut partir déjà du fait que notre clientèle est relativement atypique, comme je vous l'ai dit, entreprise familiale et promoteur immobilier. Pour ce qui est des entrepreneurs familiaux, moi, ce que j'ai à nouveau vu et surtout entendu, parce que ce que je peux vous dire, c'est uniquement ce que j'entends de la part de mes clients, c'est d'abord dans l'ensemble et parce que nous avons fait le choix de ne nous adresser qu'à des entreprises familiales d'une certaine taille, d'une certaine ancienneté, d'une certaine solidité, et donc peut-être pas très représentative du tissu économique dans sa globalité. Mais en tout cas, chez nos clients, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup de sérénité. Hein. Et ça, en période de crise, ben, c'est quand même pas mal, si je puis simplement le résumer comme ça. Ce qu'il me disait, c'est, voilà, si le lockdown ne va pas au-delà de mai, on devrait avoir les liquidités nécessaires pour s'en tirer. Parce qu'encore une fois, dans l'ADN d'une entreprise familiale, il y a le fait que, bien souvent, on réinvestit les bénéfices dans l'entreprise, on met des réserves de côté parce que l'entreprise est un arbre qui va un jour donner des fruits pour d'autres générations, mais est un arbre qu'il faut continuer à faire croître. Et donc,
il y avait cette solidité qui permettait cette sérénité. Il me disait ensuite qu'ils souhaitaient continuer à payer leurs charges aussi longtemps que faire se peut, et donc à mener ce qu'ils qualifiaient souvent d'économie réelle, hein, plutôt que de faire du report de charges, du report de dettes. Et que ce n'est qu'en tout dernier ressort qu'ils auraient recours aux aides qui avaient été mises en place. Donc ça, c'est d'un point de vue économique, liquidité, de ce qu'il fallait faire pour pouvoir continuer. Mais j'ai aussi vu chez beaucoup d'entre elles ce très fort recentrage sur la famille. Vous savez, c'est cette idée que à partir du moment où tout autour de vous se rétrécit, il y a comme une dilatation de la famille et une importance accrue, d'autant plus que les jeunes étaient revenus, comme dans beaucoup de familles, de leurs études, de leur stage à l'étranger. Et dans beaucoup d'entreprises familiales, ils sont allés prêter main forte, moralement, mais aussi physiquement, sur le terrain auprès de leurs parents. Et je me souviens de ce témoignage d'une très belle entreprise familiale luxembourgeoise pourtant, qui en était à peine maintenir 30% de son chiffre d'affaires, alors que cette entreprise a plus de 40 ans. Et ce chef d'entreprise me disait tout simplement, mais à la rigueur, peu importe, mais ce qui me réconforte et ce qui me donne énergie tous les jours, c'est de voir mes enfants qui sont venus et qui viennent tous les jours avec de nouvelles idées, avec beaucoup d'énergie, et ça c'est important. Et 2 minutes après, ils m'envoyaient des photos de leurs enfants au travail à leur côté. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Donc, la famille. Le soin des équipes, ensuite. Ils ont pris soin de leur personnel. Beaucoup d'entreprises familiales ont payé leurs collaborateurs 100%, quand bien même ils étaient au chômage partiel. Mais pour certains aussi, il y avait une forme d'abattement. J'ai beaucoup entendu aussi, voilà, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je construis ces entreprises ou que je les reprise. J'ai pas l'impression d'avoir fait une faute de gestion et aujourd'hui, tout a l'air de s'écrouler. C'est vraiment très dur pour moi à l'âge qui est le mien. Ça, je l'ai entendu auprès de nombreuses entreprises aussi. Et de temps en temps, on sentait poindre malgré tout comme une forme la perception d'une forme d'injustice sociale, de se dire, voilà, il y en a qui peuvent rester à la maison, il y en a qui doivent continuer à travailler, il y en a qui touchent un salaire à 100% quoi qu'il arrive, il y en a qui, malgré le chômage partiel, ne toucheront que 80%. Et donc là, je pense que ce sont des choses qu'il faut écouter. Mais au total, une grande résilience, vous l'avez dit, et rappelons-nous que la résilience, c'est avant tout une qualité psychologique dont la solidité et la résilience économique n'est qu'un effet, et pas le contraire. Vous disiez que les jeunes étaient revenus pour certains des études. On a vu que cette jeune génération, qu'elle soit déjà en place au sein de la famille ou encore aux études, en tout cas, a accéléré son apprentissage des derniers secrets qui restaient peut-être pour elle de l'entreprise familiale. On a vu j'allais dire une montée en puissance de la nouvelle génération grâce à cette crise, bien malgré elle. Tout à fait. Et c'est un des enseignements principaux de l'étude dont on va parler dans quelques semaines quand on sera tout à fait prêt. Mais s'il y avait un enseignement principal, je crois, c'est la formidable, d'abord, maturité et humilité de cette génération et le fait que cette crise l'a fait grandir, l'a ramené à la table de ce qu'on appelle la present gen, donc des dirigeants actuels. Et tout ça s'est opéré, donc c'est ce rassemblement, cet acte de grandir de telle façon, c'est opéré par un élément exogène. Bien souvent, la croissance, elle se fait entre générations, sous forme de conflits utiles, alors qu'ici, c'est un élément exogène et c'est la crise. Et au-delà de la crise, c'est la peur, cette peur qui met à nu et qui fait qu'on se retrouve tous autour de la table et que bien souvent, c'est la génération présente qui a dit aux jeunes, mais allez-y, venez avec des idées, puisque de toute façon, on est confronté à l'inconnu et on est confronté à une forme d'impuissance. Et ça, je crois que c'est plutôt une belle histoire qu'on se racontera le jour où on regardera un tout petit peu en arrière. Mais auprès des jeunes, je dois vous dire aussi, ça devrait vous intéresser beaucoup, Thierry, ça, que pour une jeunesse tout le temps accrochée à son téléphone, aux réseaux sociaux, à l'information, eh bien, ils se sont sentis un peu trahis et ils étaient en tout cas très fort conscients de combien les médias et combien l'information a dramatisé, a mis sous tension. Voilà, et leur réaction, elle a été celle, je pense, de beaucoup d'entre nous pour finir, de dire voilà, maintenant on ferme les médias, on ferme les réseaux sociaux, parce que trop c'est trop. Et voilà, et ça, venant de cette jeune génération-là,
je l'ai trouvé particulièrement fort. Et donc, ce retour de la famille, je vais vous donner une anecdote, c'est un des jeunes qui me disait, voilà, moi j'ai redécouvert ma famille, c'était très chouette, et j'ai conscience que c'est peut-être la dernière fois que ça se passera. Voilà, et donc, voilà, c'est intéressant aussi. En tout cas, un moment qui nous remet tous en question, vous faites bien de le dire. Est-ce que c'est un moment aussi où les différentes générations ont pu penser un petit peu plus à long terme sur l'avenir de l'entreprise? Oui, alors il y a ce qu'on dit sur le moment et ce qui se passe après. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Je crois que dans la present gen, il y a aussi eu une forme de fatigue, celle dont je vous parlais tout à l'heure, de se dire, voilà, moi qui ai travaillé toutes ces années pour arriver à ce qu'on me ferme d'autorité, parce que c'est ça qui s'est passé. On me ferme mon entreprise. Certains n'ont plus le courage de reprendre tout seul, ou plutôt retrouvent le courage grâce à ces jeunes. Et je pense que ça peut accélérer les choses, et que le dialogue qui a eu lieu tout ce qui a été mis en place au sein des familles, naturellement, pour établir un dialogue, pour construire les choses ensemble, de ça, il va rester quelque chose. Après, vous le savez, les bonnes intentions, il faut encore qu'elles se mettent en œuvre, et on en parlera tout à l'heure, la transmission, c'est du coup pas quelque chose de facile. Pour le coup, ils ont ressenti la fermeture pour des raisons sanitaires vraiment comme une injustice, certaines d'entre elles? Une forme d'injustice, en tout cas un acte d'autorité. On le sait, on l'a beaucoup entendu, ce lockdown, ce confinement, c'est une forme de privation de nos libertés fondamentales auxquelles on a tous souscrit pour le bien commun. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui pose question. Ce que j'ai beaucoup entendu de mes clients, c'est « je n'ai pas commis d'erreur de gestion et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation extrêmement inconfortable, voire pour certaines très critique ». Et donc, oui, donc tout ça aussi, ça pose question. Avec des aides qui ne leur convenaient pas tout à fait, en tout cas qui n'étaient pas dans la philosophie des entreprises familiales, comme vous disiez. Pas forcément. Alors, je pense que tout le monde a salué le fait et a conscience du fait qu'à Luxembourg, nous vivons dans nous avons beaucoup de chance. Nous avons un État bienveillant, nous avons eu un gouvernement qui s'est emparé de la problématique et qui a amené un paquet important, qui a souhaité bien faire. Mais il y a quand même ce sentiment, je l'ai beaucoup entendu, que ces aides sont venues relativement tard dans leur annonce, sont revenues encore plus tard dans leur mise en place. Je ne parle même pas des aides directes, que les 4 secteurs dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui sont les plus touchés par la crise, attendaient depuis longtemps, sans aucune perspective, aucune. Il y a aussi eu ces maladresses de langage, la stigmatisation des indépendants, cette idée selon laquelle on ne pourrait pas sauver tout le monde. Voilà, donc tout ça, ça a créé malgré tout des questions et une forme de malaise. C'est en tout cas ce que j'ai entendu auprès de nos clients. Ensuite, il y avait ce sentiment que ces offres, ce paquet, était plutôt fait d'offres juxtaposées plutôt que d'offres complémentaires. Et pour l'essentiel, du report de dette, alors qu'il y avait besoin également d'aide directe. Donc tout ça, cette offre a été vécue comme relativement compliquée par nous, banques également, parce que mettre ces prêts garantis par l'État en place, c'était pas très simple, et peut-être pas toujours en réalité, en lien avec la réalité du terrain. On a senti, au niveau des entreprises en tout cas, de celles avec lesquelles j'ai parlé, une forme de déconnexion entre ce que l'État pouvait imaginer et les véritables problèmes qui étaient ceux du terrain. Et encore une fois, je parle en particulier de ces 4 secteurs les plus touchés, que sont le tourisme, l'événementiel, le commerce non alimentaire. Et l'artisanat aussi. Et une partie de l'artisanat également. Et donc voilà, une forme de déconnexion. Et puis pour certains, se dire, recourir à ces aides d'État, c'est mettre en place une forme de dépendance. Et ça, moi, entrepreneur familial qui ai construit mon entreprise, vous savez, ils ont du caractère, ces gens-là, si je puis dire. Et avoir une forme de dépendance, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour elles. Donc, au total, ce qu'on a vu, c'est que le chômage partiel a été clairement la mesure la plus utilisée, que le report de charge l'a été également, alors que le report de dette, moi, je ne peux parler que ce que je vois à la banque, de ce que je vois à la Banque Luxembourg, était très peu utilisé. Si je reprends les chiffres que vous-même avez publiés il n'y a pas longtemps, je crois que c'était
quelques 16 000 entreprises pour le chômage partiel et à peine 600 pour l'offre de minimis, donc le prêt de l'État. Voilà, là aussi, ça pose question sur le bien fondé de l'offre telle qu'elle a été exprimée. Alors, je pense qu'on fera les comptes après l'été et en fin d'année, c'est là qu'on pourra voir le nombre de faillites dont on parle beaucoup et je souhaite, encore une fois, qu'il soit le plus petit possible. On sait que côté entreprise familiale, ce que j'entends beaucoup, c'est des pertes en matière de chiffre d'affaires entre 20 et 60% selon les secteurs. L'industrie est touchée aussi, mais elle a l'habitude, j'ai presque l'habitude de rebondir sur ce type de crise. Et puis, il y a quelques gagnants, évidemment. Ça a été le commerce alimentaire, ça a été tous ceux qui produisent des biens dont on a pu avoir besoin pendant la crise. Mais là aussi, j'aimerais vous apporter le témoignage de familles avec lesquelles j'ai parlé, qui sont dans la grande distribution et le commerce alimentaire. Ils ont pu rester ouverts, mais ils ont également dû rester ouverts. Ils ont eu beaucoup d'absences au sein de leurs équipes et un afflux de clients absolument important. Et ils ont vécu en direct avec leurs équipes l'agressivité, les comportements parfois indignes des consommateurs. Et ces tensions-là, elles laissent des traces aussi. Donc oui, ils ont eu de la chance. Oui, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. Mais parlons aussi de temps en temps du vécu sur le terrain de ceux qui ont dû rester ouverts. On a parlé des petits métiers, mais également de tout ce système qui a accueilli les clients, qui nous a accueillis, nous, pour notre bien-être pendant cette période de confinement. Des comportements qui reviennent à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'état un peu de notre société, à des réflexes qu'on peut avoir dans des pays qui sont, somme toute, privilégiés par rapport à d'autres. Tout à fait, tout à fait. Et vous parliez, pour revenir sur ce point, sur des déclarations sans faire de politique nullement, qui avaient été peut-être malheureuses à l'égard des indépendants, puisque c'est d'eux dont il s'agit. Le risque avec cette crise et avec certains mots, c'est aussi de tuer quelque part, ou en tout cas d'amenuiser l'esprit d'entreprendre. C'est ce qu'il faut éviter. C'est le risque qu'il faut éviter, c'est que cette idée d'entreprendre, eh bien, soit un petit peu freinée par certaines déclarations ou un contexte qui ne se prêterait pas tout à fait à cet esprit-là. Tout à fait, tout à fait. Et je pense même à Luxembourg, une fracture sociale n'est pas exclue à l'issue de cette crise. Et il faudra reparler, je pense, de notre tissu économique qui aujourd'hui prend des orientations, des directions qui posent question. On peut en parler maintenant, on peut en parler plus tard si vous le souhaitez, on peut en parler maintenant. C'est une orientation qui ne va pas dans un sens qui vous convient. Qu'est-ce qui pose problème, en tout cas, dans quel sens est-ce que ces orientations-là ne vous conviennent pas? Je pense que à Luxembourg, nous avons un tissu économique qui est très fort, imprégné par l'importance du secteur financier. Hein, et c'est très bien. Je crois que tant que le secteur financier tourne, eh bien, je ne vais pas dire l'ensemble de l'économie tourne, mais il génère un certain nombre de besoins qui permettent à un certain nombre d'entreprises aussi de produire et d'exister. Mais une fois qu'on descend en dessous du secteur financier, qu'on regarde cette économie, ce tissu économique luxembourgeois, on se rend compte que le nombre de ce qu'on appelle en France les TPE, les très petites entreprises, tendent à se rétrécir tous les jours. Et le constat que je fais, c'est que alors qu'il existe à Luxembourg une sorte, je dirais que l'expression ne vient pas de moi, mais de fétichisme des startups, hein, eh bien, on a tendance à oublier ces toutes petites entreprises de 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Je parle des couvreurs, des ferblantiers, de tous ces métiers absolument indispensables à notre vie de tous les jours, qui ne bénéficient de beaucoup moins de conseils au jour le jour. Je parle indépendamment de la crise, de moins de guidance, et qui nous disent souvent que voilà, s'ils avaient eu un tout petit peu de guidance, un tout petit peu de conseils, ils auraient pu croître et se développer. Et je prends le cas pour ce qui est de la crise, d'un client à nous, une très petite entreprise qui allait démarrer et qui, comme elle n'avait pas encore démarré avant la crise, n'a eu le droit à aucune aide du paquet mis en place par le gouvernement, alors que les startups avaient droit à des aides et qu'on a même lancé un concours pour promouvoir les startups pendant la crise Covid. Voilà.
Alors, il faut des startups aussi, et loin de moi l'idée d'opposer l'un et l'autre, mais encore une fois, je pense qu'il faut une attention accrue pour ces très petites entreprises et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est une chose. Ensuite, le fait d'avoir un secteur financier aussi important fait en sorte que la composition de notre tissu social luxembourgeois est relativement homogène. Et alors, l'homogénéité, ça a des bonnes choses, mais cette homogénéité, elle empêche la mixité sociale d'une certaine façon. Et moi, j'ai été très marqué par un débat qui avait eu lieu, c'était il y a un peu plus d'un an, entre Étienne Schneider et Félix Bratz, et ils parlaient du modèle économique à venir à Luxembourg, et ils évoquaient que voilà, il fallait aller vers une économie de valeur ajoutée, vers une croissance intelligente, que c'en était fini de cette logistique qui ramenait des petits emplois à Luxembourg, que ça, on n'en voulait plus, et qu'on allait aller vers des modèles beaucoup plus inventifs, où il allait avoir des ingénieurs et des centres. Voilà. Et moi, je me suis dit que ce faisant, on allait aller vers une société encore où cette mixité existerait de moins en moins, où on serait dans une société un peu de tous les mêmes, avec des petits airs de Singapour à Luxembourg. Et je pense qu'il faut être vigilant sur ces aspects-là également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas trop de petits airs de Singapour à Luxembourg? C'est les aider, les comprendre, susciter des vocations chez les jeunes aussi? Je suis pas politicien, donc je n'ai pas à établir un programme, mais en tout cas, mais je pense que encore une fois, il y a une attention accrue à avoir pour tous ceux qui entreprennent, quel que soit le secteur dans lequel ils entreprennent. L'espace, c'est bien, les fintech, c'est bien, tout ce qui est tech, c'est bien, mais nous avons aussi besoin de certains métiers dont on a beaucoup vu et dit après la crise qu'ils étaient absolument indispensables à notre vie de tous les jours et à une forme d'hygiène du tissu à la fois économique et social. Et donc, suscitons et encourageons également ces vocations-là. Dans quelques minutes, nous passerons aux questions, chers internautes participants à ce live chat que vous avez à poser à Philippe Deporteur. N'hésitez pas déjà à les formuler dans l'onglet questions du live chat. Un des enjeux pour les entreprises, qu'elles soient TPE ou PME, c'est la succession, Philippe, la transmission. Quelles sont un peu les étapes clés pour peu qu'il y ait un mode d'emploi unique? Je pense qu'il n'y en a même pas d'ailleurs, puisqu'il y a autant de types de succession que d'entreprises familiales. Mais quels sont les enjeux clés qu'il ne faut pas manquer pour qu'une succession et une transmission soient réussies? Un sujet sur lequel on pourrait faire un seul live chat. Peut-être peut-être vous parler de la façon dont nous appréhendons ces situations de transmission à la Banque Luxembourg et au sein du Family Practice que j'ai créé il y a 10 ans. Une idée fondamentale est celle que, à partir du moment où on parle transmission, il faut réunir autour de la table la génération qui va céder et la génération qui va recevoir, la present gen et la next gen. On dit souvent qu'un testament s'écrit à deux, entre celui qui donne et celui qui reçoit, pour que la chose donnée soit bien transmise et surtout soit bien reçue. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc tout le travail que nous faisons, c'est autour de cette réunion autour d'une même table, l'apprentissage d'un dialogue serein, mais très explicite, de ce que ces deux générations ont à se dire. Ensuite, il appartient à la génération qui cède de tracer un cadre. Elle a le droit et la responsabilité de le faire. Et d'inviter la génération qui va recevoir à mener une discussion au sein de ce cadre, en lui expliquant ce qui est hors du cadre n'est pas possible, n'est pas un sujet, par expérience, pour un ensemble d'autres raisons, que par contre, tout ce qui est au sein du cadre peut être discuté ensemble. Et donc, on va activer des dialogues, on va faire des interviews individuelles, on va faire des synthèses communes et faire en sorte qu'un consensus se crée. Parce qu'encore une fois, une croyance fondamentale que nous avons, c'est que on ne se tient qu'au processus auquel on a participé. Et donc, au fur et à mesure que des consensus vont s'opérer entre ces deux générations, on va les matérialiser sous forme de chapitres, par exemple d'une charte familiale, et ce qui permettra au terme de les signer ensemble et de reconnaître cette co-construction qui aura été opérée et ces engagements communs qui auront été pris. Mais au-delà de ça,
on aura appris entre générations à se parler. Et dès lors qu'un incident, une tension, un problème, une question se posera, on aura aussi appris à se remettre autour de la table, à reparler ensemble pour à nouveau trouver un autre consensus et faire vivre ce qui a été mis en place dès le début. Voilà, ça c'est la grande mécanique de la transmission, sachant que c'est un moment difficile pour un ensemble de raisons, mais je ne sais pas si on a le temps. C'est un moment qui reste tabou parfois encore au sein de certaines familles. C'est un moment tabou. Il faut quand même bien prendre conscience du fait que parler de transmission pour celui qui transmet, c'est se confronter à sa propre mort. On a vu ce que l'idée de la mort provoque comme peur au moment de la crise du Covid et comme comportement d'ailleurs aussi. Encore une fois, celui qui va donner doit opérer tout un parcours psychique entre le passé, le présent, le futur, rétablir une forme de continuum. Va devoir solder des comptes avec sa propre vie, avec sa famille, avec un certain nombre d'idées qu'il avait, de projets qu'il avait eus, de choses qu'il a faites, qu'il n'a pas faites. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile que de préparer sa transmission en pleine conscience. Mais ça peut être aussi quelque chose de merveilleux et la redécouverte justement de nouvelles perspectives pour les années qui viennent. Et ensuite, on travaille avec cette génération cédante toute la phase de l'accompagnement et d'un retrait progressif. Et on voit que quand les choses se passent bien, quoi de plus beau que de transmettre ce qu'on a construit à la génération suivante, si tant est qu'elle était vraiment intéressée à le recevoir et à le perpétuer. Ça, c'est aussi une question importante parce que les difficultés sont nombreuses dans ce domaine-là. Est-ce que les évolutions du monde du travail en termes de work-life balance, aussi de l'accès progressif, même s'il est encore limité des femmes aux fonctions dirigeantes des entreprises, est-ce que ces évolutions-là profondes du monde du travail influent aussi sur le processus de transmission et la manière dont les générations reprenantes très clair. J'ai 2 semaines encore dans une entreprise où une jeune fille s'apprête à reprendre, à prendre la succession de son père dans une très belle entreprise d'ailleurs. Elle a clairement exprimé son souhait d'avoir cet équilibre vie professionnelle, vie privée, ce souhait d'avoir des enfants et néanmoins de diriger l'entreprise. Elle a expliqué à son père que dans la mesure où une équipe de management avait dorénavant été mise en place et que l'entreprise était davantage structurée, c'était également possible. Et il m'a semblé que son père semblait d'accord avec cette idée-là. Donc oui, les choses changent. Il y a peut-être un tabou dans le tabou de la transmission et de la succession, c'est le rapport à l'argent que la génération qui reprend doit gérer. Comment observez-vous que ce rapport se matérialise sur le terrain et comment la jeune génération peut gérer ce qui est parfois lourd à porter aussi? Alors, la question de l'argent est importante en effet et centrale quand on travaille dans une banque comme moi. Transmettre une entreprise, je ne vais pas dire que c'est facile. Encore une fois, j'accompagne de nombreuses familles depuis de nombreuses années, mais c'est en tout cas plus facile que d'aider une famille à transmettre de l'argent. Pourquoi? Pour faire simple, parce que quand on a une entreprise, on a au sein de ce processus de transmission un objet transactionnel, c'est-à-dire quelque chose qu'on va pouvoir regarder ensemble et sur lequel on va projeter, discuter de toutes sortes de dynamiques qui existent au sein de la famille. À partir du moment où il n'y a plus d'entreprise, qu'il n'y a plus que de l'argent, les choses se tendent. Et notre travail est quelque part de recréer un objet qui va pouvoir permettre de, encore une fois, concentrer les attentions et d'absorber ces tensions. L'argent, il faut quand même se rappeler qu'à la base, c'était un moyen d'échange. D'accord. Mais l'argent est devenu, a pris des symboliques relativement fortes, et notamment celle du pouvoir. L'argent, c'est un pouvoir d'action absolument énorme, mais un pouvoir d'action sans objet, tant que celui qui détient cet argent n'a pas trouvé la réponse à cette question fondamentale qui est qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois faire de cet argent? Et là, le grand paradoxe de l'argent, c'est que l'argent permet tout, sauf de s'acheter la réponse à cette question. Et croyez-moi que ça, c'est la question centrale. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième question importante par rapport à l'argent, et quand on pense à la transmission, c'est qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui est aux autres? Et cette question-là, elle passe par de quoi est-ce que j'ai besoin et de quoi est-ce que je n'ai pas besoin. D'accord? Et là aussi, c'est une question difficile et importante. Ça, c'est pour celui qui donne. Ensuite,
il faut toujours se souvenir que quand on donne quelque chose à quelqu'un, on crée chez cette personne une dette. Je peux rêver toute mon enfance de ce million ou de ces 100 000 euros ou ces 10 000 euros que je sais que mon père a dans une casserole au fond du jardin, mes parents en l'occurrence, et le jour où je la reçois, ressentir une forme de dette parce que tout à coup me vient à l'esprit que eh bien, cet argent que je reçois, c'est toute une histoire, tout un parcours familial, que je n'ai pas mérité, qu'il y a des attentes, etc. Et tout. Et donc, cette dette que je reçois, il faut absolument que je puisse un jour m'en débarrasser parce que sinon, la dette engendre des loyautés, des fidélités qui vont m'empêcher de suivre mon parcours d'individuation quelque part. Et donc, ce qui est important dans ce phénomène de transmission, enfin dans ce processus de transmission, c'est que celui qui contracte une dette puisse formuler une contre-dette. Et c'est là, encore une fois, que je reviens à cette idée d'échange entre celui qui donne et celui qui reçoit et faire en sorte que la chose donnée soit bien reçue et donc bien transmise. Voilà. Donc, à nouveau, recréer du sens dans ce cadre-là. Recréer du sens quelque part. En tout cas, moi, je vois parfois des familles qui s'appliquent à vouloir faire en sorte, parce qu'elles sont inquiètes, que l'argent ne soit pas accessible trop tôt, qu'on ne puisse pas le dilapider, que les jeunes continuent à travailler, à faire des études, etc., etc. Et donc, on ajoute une structure, un cadenas, un verrou, etc. Le jour du décès, parce qu'il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que tous, un jour, on s'en va, eh bien, au plus on a mis des verrous, au plus la cocotte minute qu'on a construite va exploser et la déflagration sera beaucoup plus forte encore. Et donc, j'aime à dire à mes clients que ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire en sorte que les enfants restent dans la pièce dans laquelle on se trouve parce qu'ils ont décidé de le faire et parce qu'ils ont compris qu'il était bon de le faire et non pas parce qu'on a fermé les fenêtres et les portes à clé. Et ça, c'est extrêmement important. Faire comprendre que cet argent, ce n'est pas un tas de billets, mais c'est une histoire familiale, un parcours qui commence souvent de nombreuses générations plus tôt. Et donc que ce parcours, ce vécu, cette symbolique de l'argent, eh bien, on ne l'utilise pas de la même façon que l'argent qu'on aurait gagné soi-même et qu'on aurait créé soi-même. Et donc, c'est ce travail de sens, d'image, de mémoire, de respect, d'une certaine façon, mais bien entendu, bien compris, qu'on va essayer de créer autour de cet enjeu de la succession. Avant de prendre les questions, je voudrais revenir sur deux termes qui sont importants, la responsabilité sociale et l'engagement. Responsabilité sociale, on l'associe souvent avec aux entreprises, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord l'exercer en tant que citoyen aussi? Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche. Aujourd'hui, grande mode de la RSE, je vais en dire un mot, et on aurait l'impression que la RSE, le travail fait par l'entreprise dans laquelle on travaillerait, nous exonérerait d'avoir une responsabilité personnelle. Or, je crois qu'il est fondamental de faire en sorte que tout ce qui tourne autour de la notion de responsabilité sociétale en général parte de l'individu avant de partir d'un autre corps social, dont notamment l'entreprise. Ça, c'est une conviction forte. Et deuxièmement, que cette responsabilité soit une initiative, donc quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion personnelle, quelque chose de l'ordre de la pensée, et non pas l'application de contraintes et de règlements, comme c'est en train de se passer. Mon constat en matière de responsabilité sociale des entreprises, en tout cas, c'est qu'à Luxembourg, le monde financier s'en est quelque part emparé, a pris le lead suite à 2008. On voulait se racheter, si ce n'est une virginité, du moins une image un peu plus honorable que ce qu'on avait, ce à quoi on était arrivé. Qu'il existe une forme de cacophonie autour des labels, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, et qu'un certain nombre d'organismes internationaux et de consultants sont engouffrés dans la brèche pour nous offrir des catalogues de prêt-à-penser et de prêt-à-faire sur ce qu'il y a lieu de faire pour être un acteur responsable. Je pense que tout ça, je le jette très vite à la poubelle, tant qu'on n'a pas mené encore une fois cette réflexion personnelle. Mes regrets aussi par rapport à tout ce mouvement de la responsabilité sociétale, c'est que parce que l'environnement est très fédérateur et est important, et je n'en disconviens pas, on oublie de parler de la justice sociale ou de la justice sociétale. Et
à quoi bon avoir un environnement préservé si on n'a pas une justice sociale qui existe? Extrêmement important. Les entreprises à Luxembourg, indépendamment du secteur financier qui en a aujourd'hui une forme d'obligation, ne semblent pas encore suffisamment concernés, je pense, par cette notion de la responsabilité sociale, et c'est peut-être un peu dommage. Les jeunes en ont conscience, mais ils ont une conscience personnelle qui ne projette pas encore sur l'entreprise. Ma crainte, c'est que les réglementations, parce qu'elles arrivent, elles nous arrivent de Bruxelles, celles-là aussi, finiront par donner le là et imposer des contraintes, et que ça sera dès lors une opportunité ratée, parce que ce qui ne vient pas de la personne, ce qui n'est pas endossé, ce qui n'est pas incarné, est beaucoup plus faible que ce qui nous vient par le biais des réglementations. Et que donc, pour finir, on aura fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. L'autre, et de la responsabilité sociale à l'engagement, vous avez mené une réflexion récemment en collaboration avec la Fondation UP autour du design thinking pour s'adresser cette fois aux jeunes. Expliquez-nous la démarche qui vient aussi d'une précédente démarche autour de la philanthropie. C'est un cheminement, une réflexion que vous avez menée. Voilà, donc la notion d'engagement, c'est une notion à laquelle nous sommes venus, ou plutôt revenus, après un long chemin qui nous a fait passer par la philanthropie pendant plus de 10 ans, avec ce constat que aujourd'hui, les problématiques sociétales se multiplient, elles sont irrésolues, la Covid en rajoute, et que donc, quoi que les gouvernements veuillent faire, ce ne sera pas suffisant. Et que donc, chacun d'entre nous, dans notre société, a un rôle à jouer, une responsabilité. Et que cet engagement de la société civile, il est absolument incontournable. Et ça, les jeunes l'ont compris. Les jeunes sont descendus dans la rue pour le climat. Les jeunes veulent s'impliquer. Et donc, on a conduit une étude. Vous savez qu'on travaille régulièrement avec des universités à la banque. On finance un certain nombre de chaires. Et là, on a confié à la chaire philanthropie de HEC Liège une étude qui était comment les jeunes transforment la philanthropie. Et bien avant que Greta Thunberg ne descende dans la rue, cette étude nous disait, mais on a été un peu lent à la sortir, que les jeunes ne voulaient pas soutenir le changement, ils voulaient être ce changement. Et c'est ça le sens profond de ces jeunes qui descendent dans la rue. C'est être ce changement qu'ils appellent et qu'ils souhaitent voir. Et ce que j'ai aussi souvent entendu des jeunes, c'est que cet engagement qu'est leur, la philanthropie qui serait la leur, si tant est que ce mot a encore du sens, ce n'est pas par rapport à une forme de culpabilité. On a la philanthropie, le don a souvent été, si ce n'est motivé, du moins actionné par un sentiment, par une volonté de ce giving back qu'on entend aux États-Unis. Et donc, que les jeunes comprennent comme une forme de culpabilité, d'un trop gagné, d'un trop perçu, d'un trop facile. Voilà. Ces jeunes me disent, nous, on n'a pas de culpabilité et quand on s'engage, c'est parce qu'on veut faire bouger les choses, c'est parce qu'on veut façonner ce monde dans lequel on va vivre. Et ce monde, je rappellerai, je l'ai dit tout au début de notre entretien, ce monde qui les inquiète, et ils ont raison parce que ce monde est inquiétant. Et donc, voilà, on a constaté ça et on a donc cherché le moyen de favoriser l'engagement des jeunes, qui pour finir est une posture, et une posture qui doit être construite le plus tôt possible dans la vie d'un être humain, et l'école est le lieu de cela. Alors comme entre-temps on avait contribué à la mise en place de la Fondation UP, fondation qui promeut l'éducation, qui fait un travail absolument formidable, on leur a confié cette méthodologie de design thinking qu'on a trouvée en France et qui existe dans 75 pays. Luxembourg est devenu un membre de Design for Change, c'est ce réseau-là dont on parle, qui existe dans 75 pays, et qui fait en sorte qu'on va pouvoir, jusqu'à ce que le Covid vide les classes, déployer dans des classes, mais aussi dans d'autres groupes de jeunes, une méthodologie qui tout simplement donne confiance aux jeunes, leur permet d'identifier les problématiques, aussi petites soient-elles, ça va de notre poubelle est trop haute pour qu'on arrive à mettre les papiers dedans, dessinons des poubelles plus basses, à des choses qui vont beaucoup plus loin une fois que leur maturité a augmenté, mais en tout cas qui les mettent en mouvement dans ce processus de je vois quelque chose, j'identifie une solution, je la mets en place, je suis acteur du changement et je ne suis pas spectateur. Et Dieu sait si des spectateurs dans notre société, on en a beaucoup, beaucoup trop. Ces jeunes qui veulent changer le monde à leur manière, à leur échelle, vous
Vous reconnaissez en eux, vous qui vouliez, vous le disiez au début de l'entretien, en quelque sorte changer le monde dans un passé pas si lointain que ça. Ça, je vous invite à poser la question à ma maman, qui ne me regarde sans doute pas, malheureusement, parce qu'elle n'est pas très versée. C'est d'ailleurs pour ça que je ne le suis pas non plus en nouvelles technologies, mais voilà, elle saura vous y répondre mieux que moi. Prenons une question d'Olivier de Graves qui nous est parvenue. Bonjour, les entreprises familiales sont-elles généralement plus agiles que les autres en période de crise comme le Covid? Entre parenthèses, adapter l'offre, logistique, organisation. A-t-on des études à ce sujet ou en tout cas une perception et un retour du terrain? Voilà, moi je suis plus partisan des perceptions et des retours du terrain que des études, mais je me méfierais là aussi des généralisations. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu des clients vraiment dans l'action, très optimistes pour la suite, qui avaient mis en œuvre cette résilience, et d'autres qui étaient très abattus. Donc, ce qui fait en tout cas qu'une entreprise familiale serait plus résistante, pour ne pas utiliser tout le temps résiliente, qu'une autre, cet ADN qui fait en tout cas qu'on a une vue plus long terme. On n'est pas coté en bourse, le profit n'est pas la chose essentielle. Et donc, ça, c'est quelque chose qui aide, parce que dès lors, on va réinvestir, on va solidifier les acquis, on va constituer des réserves, et puis on sait aussi que le sens qui nous vient du fondateur et la vision qu'est celle de la génération en place crée un fil auquel on va pouvoir quelque part virtuellement s'accrocher pour continuer. Voilà, quelques éléments de réponse. Mais oui, globalement, il semblerait qu'elle soit plus résistante, plus résiliente, mais méfions-nous des généralisations et des simplifications. Question de François Annebic. Comment pouvons-nous, dans ce contexte, convaincre, aider les entreprises familiales à continuer d'entreprendre? Je crois que nous, au niveau individuel, on n'a pas grand-chose à faire. On est des consommateurs, donc on peut acheter peut-être davantage dans entreprises familiales que d'autres. Mais encore une fois, je pense que le discours, nos dirigeants, tout ce qui est fait en matière d'éducation doit converger à promouvoir notamment, parce que bien sûr, il n'y a pas que ça, l'entrepreneuriat. Et ensuite, c'est dans les familles elles-mêmes qu'il y a peut-être à donner à sentir, à vivre la force de la fibre familiale, du lien familial, sans pour autant en faire ni une nécessité, ni une prison, parce que là aussi, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner qui diraient le contraire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… C'est un bon élément de réponse. Et François Annebic nous a posé une autre question qui attise ma curiosité de journaliste. Il est compliqué de gagner la confiance d'une entreprise familiale. C'est un cercle très fermé, ça peut se comprendre. Comment, au-delà du conseil économique et financier, Philippe entre-t-il dans ce cercle? Quel est votre secret, Philippe? Je sais pas. D'abord, ça fait, je vous dis, plus de 10 ans que j'ai commencé. Et peut-être quelque chose qui a beaucoup aidé, c'est que j'ai mis en place 2 programmes. Il me semblait qu'à écouter les entrepreneurs, il y avait 2 moments extrêmement importants dans le parcours d'un entrepreneur familial. C'était justement la transmission. Et pour les jeunes dont il est question, cette question qu'on se pose souvent très jeune, je crois que ça commence à l'adolescence, et elle suit ces jeunes jusque après leurs études, de est-ce que je veux, je peux, je dois, je parviendrai un jour à reprendre ou à intégrer cette entreprise familiale. Et autour de ça, avec l'ICHEC, à l'époque, à Bruxelles, j'ai construit un programme qui s'appelle l'Académie d'été, qui vient de fêter ses 10 ans, et au sein desquels, chaque année, on reçoit une vingtaine de jeunes de 3 pays différents, et pour lesquels on constitue tout simplement un cadre de discussion et qui échangent sur ces perceptions qui sont les leurs, du je veux pas, j'ai peur, enfin vraiment un groupe de pairs qui leur permet d'échanger. Et ça, j'ai beaucoup appris à les écouter. Et puis, un deuxième programme que j'ai mis en place, c'est le nom est un peu compliqué, mais il est là pour ceux qui viennent d'intégrer l'entreprise, sont dans une position exécutive et se rendent compte que, ouais, c'est chouette, mais c'est pas facile. Et donc, on est confronté aux cousins qui dépassent sur la bande de gauche, au père avec lequel on n'est pas d'accord, et comment on gère tout ça. Et donc, ces programmes, au travers des jeunes, je dirais presque m'ont amené vers les parents,
parce qu'au retour de ces programmes, les jeunes parlent de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont discuté dans leur famille. Ça suscite une discussion autour de la transmission. Et une fois que le sujet est sur la table et qu'on n'arrive plus à l'évacuer, eh bien, il semblerait que ces familles aiment à pouvoir avoir la présence de quelqu'un qui n'est pas un consultant, parce que je ne suis pas un consultant. Vous savez, les consultants, je crois que les consultants sont beaucoup plus intelligents que moi. Ils ont des classeurs avec des solutions. Voilà. Moi, j'essaie de faire de la facilitation, c'est-à-dire à mettre les gens autour d'une table et à faire en sorte qu'ils se parlent et les aider à construire ce consensus. Et donc, voilà, j'ai fait ça dans une famille, dans 2 familles. Et après, on a la chance à Luxembourg, c'est de nouveau la chance. Il y a du bouche à oreille. Et quand ça va pas trop mal, ben ça continue un peu. Mais restons modestes. Effectivement, François Hannebick a raison. Les entreprises familiales ne donnent pas leur confiance tout de suite, ne s'ouvrent pas tout de suite. C'est comme ça. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous restez optimiste? Ah, toujours, toujours. En tout cas, engagé. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience, votre parcours et le ressenti tout simplement du terrain en cette période assez particulière que nous vivons. J'espère que ce live chat vous a aussi permis de faire passer quelques messages. En tout cas, on les a bien notés. Julien, c'est à vous. Me revoilà, mais je vous remercie tous les deux pour cette excellente conversation, effectivement pleine d'engagement et sans langue de bois. D'ailleurs, il suffit de voir les commentaires sur le chat pour voir que ça a été convaincant et je pense qu'on a besoin de ça aussi, d'un retour à des choses vraies. Donc merci d'avoir incarné ça tous les deux ce matin, parce que les retours sont très bons. Donc bravo à tous les deux et merci encore. Merci. Merci aussi. Il ne me reste plus, au revoir Thierry, bonne fin de journée. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à nos prochains rendez-vous. Notamment donc la semaine prochaine, on parlera des enjeux du retour au travail post-Covid avec Béatrice Charlier de POP, mardi prochain donc à 13h30. Vous pouvez vous inscrire directement sur le pop-up qui devrait apparaître dans quelques instants à votre écran. Donc ça, c'est mardi à 13h30. Je pense que beaucoup d'entreprises sont en train de revenir au travail. Il y a beaucoup d'enjeux, notamment RH. Et Béatrice est très experte de ce genre de questionnement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour venir mardi. Mercredi, ensuite, nous aurons prochain live chat. On continue un petit peu dans le secteur bancaire avec Claude Marx de la CSSF, donc qui sera toujours interviewé par Thierry Reiser. Ça, c'est mercredi prochain. Pareil, vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas, la parole de Claude Marx est relativement rare et donc j'attends à titre personnel cet événement avec grande impatience. Ce sera mercredi prochain à midi. Et ensuite, jeudi, toujours mercredi, pardon, et oui, un apéro live, on innove, on pourra se retrouver sur une plateforme de networking pour vous expliquer tout ce qui se passe au niveau du club en ce moment. Et je crois que les 20 premiers inscrits, en plus, ont la chance de pouvoir aller chercher une bouteille de vin directement chez Vinoteca pour pouvoir faire un apéro en live, avec modération évidemment, avec Maison Moderne et Vinoteca. Enfin, booster ses commerciaux en période de crise, ça ce sera le webinaire Sales de jeudi prochain à 13h30 avec Michel Acunzo. Vous pouvez évidemment vous inscrire sur le lien qui s'est affiché. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci infiniment à Thierry Heiser d'avoir modéré ce live chat et à Philippe Deporter d'avoir accepté notre invitation et de s'être prêté au jeu avec brio. Très bonne fin de journée à tous, très bon week-end, à bientôt.